Bien, bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Je vous demandais en effet de prendre place afin que nous puissions attaquer sans trop tarder cette dernière ligne droite d'une journée qui a déjà été longue, productive, riche d'échanges, et notamment au travers des 2 ateliers, des 4 ateliers, des 2 fois 2 ateliers auxquels les uns et les autres vous avez participé. Il arrive maintenant un temps où nous sommes censés nous retrouver pour repartager, resynthétiser ce qui a été dit, ce qui s'inscrit dans une démarche tout à fait originale et intéressante, dans laquelle cette réunion, cet après-midi, n'est finalement qu'une étape. Une étape qui suit les ateliers, qui eux-mêmes suivaient les réunions préparatoires, une étape au cours de laquelle le principe est d'arriver à partager non seulement ce qui a été dit, mais également d'essayer d'avancer pour que les choses puissent par la suite avoir justement une continuité, une continuation. Alors seront autour de cette table des élus, des représentants de l'État, des représentants de la communauté de travail des Pyrénées et des régions, seront également autour de cette table des personnes à qui on a demandé une tâche très difficile, je tiens à le dire, celle de synthétiser les travaux des différents ateliers et en une dizaine de minutes de nous donner non seulement l'essence et les lignes directrices de ce qui a été dit dans chacun des ateliers, mais également d'apporter leur regard, leur expertise sur la thématique qu'ils ont traitée et puis, pourquoi pas, sur les autres thématiques des ateliers voisins. Côté agriculture, qu'est-ce qui est ressorti? Donc le thème agriculture, bon, c'est un peu plus large, agriculture agroalimentaire, forêt et développement rural. Et la question posée, c'était quelle synergie entre l'accompagnement spécialisé et les territoires de projet. C'est-à-dire qu'il y a traditionnellement les projets lancés par les entreprises agricoles, agroalimentaires, ont besoin d'accompagnement, d'avoir des tas de références, etc. Et quelle est la relation actuellement qui se construit entre cet accompagnement des projets particuliers, je dirais, et puis les territoires de projet. Il y a un mot, enfin il y a une phrase qui a été un peu centrale, ça a été finalement il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Et je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que finalement on est bien dans une situation où pour les énergies, pour chauffer l'eau, se sont modifiées. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes procédures sur les projets particuliers. Et d'autre part, il faut réinventer parce que la plupart des acteurs actuels ne connaissent pas l'ensemble des projets antérieurs, des réussites antérieures, et ne connaissent pas l'ensemble des procédures à la disposition. C'est un processus de reconstruction, finalement, autour d'une idée, d'un projet, de reconstruction d'un dispositif social et un processus, un dispositif qui permet un apprentissage entre les acteurs impliqués dans cet ensemble-là. C'est vraiment un processus de réapprentissage, je change réinventer, de réapprentissage pour arriver à former, à trouver des solutions, à rechercher des financements, etc. Ce qui est attendu finalement, aussi bien des acteurs particuliers que des agents de développement qui accompagnent ces acteurs ou qui aident les collectivités territoriales à faire émerger les projets. Finalement, ils ont besoin d'avoir un inventaire extrêmement précis de l'ensemble de ces projets. Dans l'information qui doit être disponible dans les réseaux, il faut aussi avoir un inventaire extrêmement précis des personnes partenaires dans le dispositif, du processus d'apprentissage, des informations qui ont été nécessaires pour arriver à construire quelque chose. Il faut également avoir, pour favoriser les apprentissages, des lieux de rencontre, une pédagogie au niveau des agents de développement, etc., pour favoriser ces apprentissages. Donc, aménagement du territoire et services en zone de montagne, de quoi parle-t-on? Services au public,
c'est-à-dire les services qui sont indispensables à la vie quotidienne des différents types d'usagers, les usagers, les particuliers, les entreprises, qu'il s'agisse des services publics proprement dit, mais aussi en matière de transport, de petite enfance, de santé, de création d'activités, etc. Et la présence des services, et c'est là où on touche probablement l'enjeu principal de l'atelier, la présence des services étant indispensable à l'attractivité de ce territoire, attractivité étant là vue comme la conciliation entre la qualité de vie, celle qu'on connaît déjà, et la vitalité du territoire qu'il faut conserver ou augmenter. Et donc il y a certainement la notion de réinventer de nouveaux métiers, de faire évoluer des métiers existants. Donc vraiment cette notion d'évolution des compétences professionnelles, notamment en matière d'ingénierie territoriale. Il a été jugé indispensable d'établir un diagnostic des besoins, la compréhension des besoins et des usages étant un préalable ou une condition de réussite pour le projet de développement de services. Diagnostic des besoins nécessairement partagé et participatif. Et je parle bien de besoins en matière de services, pas uniquement de services numériques. La première entrée étant l'offre de services, là, ici, sur ce territoire, le TIC étant un maillon de la chaîne de l'offre de services, à mettre à sa bonne place. Notamment parce que on parle donc de services numériques, mais on parle, comme dit avant tout de service, donc d'humain, et la place de l'humain reste irremplaçable. Ça veut dire qu'il faut également, avant de parler peut-être d'ailleurs d'offres de services, imaginer des collaborations physiques, des partenariats humains ou d'organisation. Ça veut dire aussi la capacité à partager des modes de fonctionnement avant d'imaginer une offre peut-être mutualisée de services. La nécessité d'offrir des services avec une simplicité d'utilisation pour tous, les élus, les agents, les usagers. Donc accompagnement du changement qui nécessite sensibilisation, accompagnement et accessibilité. Ingénierie, donc, réseau, accompagnement, service, ok, mais qui finance? La coopération, qu'on le veuille ou non, devient nécessaire. Imaginez des réponses coordonnées, mutualisées. Ça veut dire qu'il faut bien connaître les territoires, ça veut dire qu'il faut observer et rendre compte, identifier les bonnes pratiques, les partager, les faire connaître et pourquoi pas les transférer. Des intérêts d'entrée ont été annoncés, la complémentarité des fonds, alors, ça a été dit dans cet ordre, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais la complémentarité des fonds, des moyens et la complémentarité des compétences. Donc ça c'est un élément qui n'a pas forcément été repris, mais qui est quand même un élément important, et la nécessité de développer le partenariat public et privé. Et si je fais un petit commentaire, c'est vrai que ce qui a été présenté en premier, ce sont avant tout les intérêts, donc ce qui montre bien que certainement il y a une volonté de la part des acteurs de travailler en coopération. Un certain nombre de prérequis ont de suite été avancés. La connaissance des acteurs, donc ça c'est un élément essentiel, et effectivement quand je veux travailler... C'est la connaissance ou la méconnaissance? Alors, dans les prérequis, c'est la connaissance qui suppose qu'a priori, pour l'instant, on est un petit peu en déficit. Mais ça n'a pas été clairement annoncé, mais c'est vrai que c'est quand même relativement important. Et derrière, aussitôt, le deuxième élément, le deuxième prérequis, c'est l'animation des acteurs, qui ont d'ailleurs été repris, j'y reviendrai, ensuite dans le débat dans la salle. Un besoin de professionnalisation et un besoin en ingénierie de projet en particulier. Quelques leviers qui ont été avancés et qui sont revenus même dans le débat dans la salle. Tourisme culturel et tourisme de patrimoine, il a souvent été cité, donc c'est un constat que je fais, ce n'est pas une prise de position, mais un constat. C'est revenu, c'est certainement peut-être tourisme culturel et patrimoine, l'élément qui est revenu le plus souvent. La question de l'identité pyrénéenne, elle a été avancée sur plusieurs éléments, par moment en termes d'image et de communication, par moment en termes de destination,
par moment comme support de diversification. Donc il y a eu ces différents éléments qui ont été abordés au cours de l'atelier, sans qu'il ressorte forcément l'idée de dire l'identité des Pyrénées, on va la définir clairement. Donc je suppose vraisemblablement que si on va vers les propositions, cette question de l'identité est quelque chose qui préoccupe largement les acteurs, mais c'est certainement l'élément sur lequel il faut travailler un peu plus en détail. La question de la spécificité des Pyrénées qui peut être abordée par moment comme un élément de différenciation, c'est bien qu'il y ait des spécificités, et puis par moment comme un élément de handicap en disant cette spécificité, nous n'arrivons pas à la traiter. Malgré la diversité des expériences qui ont été présentées, ce qui m'a frappé, c'est surtout la très forte convergence au fond des participants sur la problématique de la coopération transfrontalière et le type d'organisation, d'évolution que cela appelle, requiert en termes de gouvernance. Là, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui est spécifique peut-être à la question du transfrontalier. Alors, je m'explique. Quelle problématique? Eh bien, une problématique qui était déjà dans la réunion préparatoire, et moi, je pourrais la résumer en 2 mots-clés. C'est ambition et pérennité. C'est comment aujourd'hui construire des projets forts, ambitieux, durables, pérennes, sortir de la logique justement du petit projet, de l'accumulation de projets, de la logique du coup par coup, surtout de la logique des opportunités de financement, pour entrer dans quelque chose véritablement de durable, susceptible d'intéresser nos amis espagnols qui, eux, vous le savez, ont 2 caractéristiques. C'est que, la montagne n'est absolument pas une problématique pour eux. Et la deuxième, c'est qu'ils ont une forme d'institutionnalisation qui fait que c'est très fragmenté et qu'il est difficile d'établir une coopération inter-communautés autonomes à l'image de ce que nous connaissons au nord d'interrégionalité. Je crois qu'à peu près tous les acteurs ont souligné la nécessité d'institutionnaliser des cadres de coopération transfrontaliers et de les institutionnaliser à toutes les échelles du politique. Bref, il y a besoin d'un lieu d'élaboration, de réflexion, de directives, par exemple, d'énoncés à faire remonter à Bruxelles, donc une forme de lobbying déjà là-dessus. Donc une capacité, une résonance politique, un lieu de résonance politique. On attend de ces structures qu'elles soient des facilitateurs de mise en réseau, notamment des opérateurs techniques. Mais ce qui m'a frappé en tout cas, c'est cet appel lancé, notamment à la CTP, on peut le dire comme ça, hein, à la CTP, mais pas qu'à la CTP bien sûr.